Parfait. Donc, bonjour tout le monde. Mon nom est Christopher Doran, un représentant des ventes techniques chez ITM Instruments. Merci de vous joindre à nous pour ce webinaire offert par ITM Université. Aujourd'hui, nous allons traiter du nouveau sujet de l'heure, les principes fondamentaux de surveillance de l'alimentation avec DryNet. Nous vous demandons de bien vouloir couper le son durant la présentation. Ça devrait durer environ 40 à 45 minutes, puis on va avoir un temps pour la questions et réponses à la fin de la présentation. Nous vous encourageons toutefois à poser des questions en tout temps durant la présentation. Vous pouvez utiliser la fonction chat et on va répondre lors de questions et réponses à la fin de la présentation. ITM Instruments travaille en étroite collaboration avec DryNet depuis de nombreuses années. Nous sommes fiers d'être un des principaux distributeurs de DryNet au Canada. Ceci est un résultat de notre engagement à vous offrir notre expertise, notre service et nos prix compétitifs. Commençons. Le webinaire aujourd'hui est présenté par Claude Boudreau, technicien en instrumentation et contrôle, ayant suivi plusieurs formations de perfectionnement en métrologie, thermographie, analyse de vibration, infiltrométrie et analyse de puissance. Représentant technique en équipement de tests et mesures depuis 30 ans, dont de plus de 25 ans de plus avec ITM Instruments. Claude, la présentation est à vous. Bien, bon matin tout le monde. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour cette présentation. C'est une présentation où est-ce qu'on va essayer réellement d'éclaircir tout ce qui peut être rapport à l'énergie. On va commencer le premier module pour essayer de comprendre, c'est faire une petite introduction à l'énergie. C'est quoi qu'on veut mesurer, c'est quoi qu'on a besoin de mesurer, etc. On va aller ensuite de ça regarder plus l'alimentation et l'énergie. C'est quoi les différences, les facteurs de puissance, la puissance réelle, réactive. On va regarder la qualité du réseau électrique et comment on peut améliorer la fiabilité. Puis, on va terminer avec les harmoniques. Si jamais il y a du temps, on regardera aussi là, pour une étude de cas d'énergie. Puis, on va terminer avec les questions et les réponses. Donc, comme on disait tantôt, c'est un webinaire sur la surveillance de l'alimentation. Donc, on va commencer par la première partie, l'introduction à la surveillance de l'alimentation. C'est quoi la mesure de la surveillance de l'énergie électrique? Ça, c'est une question qu'on se fait souvent poser. Mais quand on y pense, qu'est-ce que c'est en réalité? Bien, à la base, ça va dépendre de qu'est-ce qu'on a besoin. Donc, ça peut être des réponses différentes pour chacun d'entre nous. Pour certains, ça peut être simplement de regarder les kilowattheures pour être sûr et certain qu'il n'est pas trop chargé. Pour d'autres, c'est des problématiques électriques. Donc, on a réellement différentes choses. Parce que ça, souvent, les gens vont nous appeler, vont dire « Ah, je veux acheter un appareil pour mesurer l'énergie. Okay. Qu'est-ce que tu veux faire? » C'est là qu'il faut qu'on essaye de déterminer. C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble ce matin. Donc, essayer d'éclaircir ça pour vous. C'est quoi la première différence entre la mesure et la surveillance? C'est simple. La mesure, généralement, c'est des lecteurs instantanés. Ça peut être aussi bête que des compteurs, des multimètres, des oscilloscopes, et ainsi de suite. Où est-ce qu'on fait une mesure instantanée? Donc, qu'est-ce qui se passe en ce moment? C'est quoi mon réseau en ce moment? Puis lorsqu'on va sur la surveillance, bien là, on veut généralement avoir de l'enregistrement. On veut voir comment ça évolue, qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, on va aller un petit peu plus loin. Donc, ce n'est pas juste de savoir c'est quoi ma consommation actuellement, c'est quoi mes informations électriques actuellement, mais plus comment ça fluctue dans le temps. Quand on parle de mesures instantanées, ben, ça va être, comme on disait tantôt, des mesures ponctuelles, où là, on va généralement vérifier la tension, le courant. On peut ensuite de ça aller dans des calculs d'énergie, où là, on peut aller voir les watts, les VA, les VAR, les facteurs de puissance. Donc, ça, c'est toutes des mesures instantanées qu'on peut faire. Quand on va dans la surveillance, bien là, on va avoir différentes choses. On peut avoir l'enregistrement de l'énergie électrique, la consommation, donc l'accumulation, l'intégration et l'enregistrement des paramètres dans le temps.
combien ça coûte, quand je l'utilise, et ainsi de suite. Puis, on va avoir aussi la possibilité d'aller avec ce qu'on appelle l'enregistrement de la qualité de l'approvisionnement. Là, je ne veux plus juste savoir c'est quoi que je consomme, c'est quoi mes volts, mes ampères, mes watts, mais là, je veux aller un peu plus loin. Là, je veux savoir est-ce que ma qualité électrique est bonne? Est-ce que j'ai des creux ou des hausses de tension? Est-ce que j'ai des transitoires? Est-ce que j'ai des variations de courant, comme la tension? Est-ce que j'ai des problèmes d'harmonique? Là, à ce moment-là, on va un peu plus loin. Là, on veut réellement mieux comprendre c'est quoi qui se passe avec mon réseau, puis s'assurer de la compatibilité de la source de l'alimentation et de la charge. Parce qu'il y a certaines charges qui sont beaucoup plus susceptibles que d'autres d'être endommagées. Donc, il faut s'assurer de leur donner une belle qualité électrique. Fait que ça, déjà là, on vient commencer à changer un petit peu. On vient de grossir. On n'est plus juste dans la mesure de puissance électrique de base, on est rendu plus dans la qualité du réseau. Puis, ben, ça peut être un mix. Dans certains cas, peut-être qu'on a besoin de faire la qualité de réseau, mais on a peut-être aussi besoin de la mesure énergétique. Et on peut peut-être aussi avoir besoin de voir instantanément c'est quoi qui se passe. Donc, ça peut être une combinaison d'un petit peu tout ça. Quand on parle des types généraux de surveillance énergie électrique, on va avoir ce qu'on appelle des appareils pour mesurer l'énergie. C'est quoi ma valeur de puissance? C'est quoi la quantité d'énergie, le débit? C'est quoi que je consomme? Et on va avoir aussi des appareils de qualité de réseau, où là, ça va être un petit peu plus complexe. Là, on va aller justement avec la qualité de la source énergique, les charges, ainsi de suite. Donc, on va regarder la qualité du réseau électrique, puis la demande de l'énergie combinée. Donc, c'est quoi la différence entre les deux? C'est très similaire, mais c'est différent en même temps. Les exigences en matière de mesure de l'énergie, de la qualité du réseau électrique peuvent se chevaucher, mais elles possèdent des résolutions et des besoins de précision différents. Quand on parle de la mesure de l'énergie, dans ce moment-là, on a besoin généralement de mesurer, pas à haute vitesse, mais ce qu'on veut, c'est d'avoir une grande précision, surtout si c'est utilisé pour les revenus de la facturation. Là, à ce moment-là, notre niveau de précision doit être encore plus élevé. Fait que là, on parle d'un appareil très précis, mais pas très rapide. On va généralement aller dans les secondes. Donc, on va mesurer ce qui se passe. On va quand même, à la seconde, c'est quand même très bien là, pour la quantité d'énergie qu'on consomme. Mais on n'a pas besoin d'aller plus rapidement que ça. Ce qu'on veut s'assurer, par contre, c'est que quand je te dis que c'est 1 kW, c'est réellement 1 kW. Donc là, je vais avoir mes transformateurs de courant, mon entrée électrique de tension de haut niveau de précision pour être en mesure de mesurer adéquatement. La qualité du réseau, maintenant, à ce moment-là, on va aller plus rapidement. On va parler de millisecondes, voire même des microsecondes. Fait que là, on va dans la vitesse. Là, on va parler d'appareils beaucoup plus rapides. La précision est importante, mais ce n'est pas requis. Parce que quand on regarde la qualité du réseau, on n'a pas réellement, que je te dise que c'est 119,5 volts quand tu as 120 volts, ce n'est pas là l'important. Ce qu'on veut savoir, c'est est-ce que ce 120 volts-là, il est tout le temps là? Est-ce qu'il fluctue? Donc, on veut une bonne précision, mais ce n'est pas obligatoire. Ce qui est le fun, c'est qu'aujourd'hui, la plupart des instruments de qualité du réseau électrique ont la précision des niveaux commerciaux. Donc, on est capable, avec un appareil pour voir la qualité du réseau électrique, d'être quand même assez précis pour se comparer à un appareil qui va mesurer l'énergie seulement. On n'a plus la perte. Il y a quelques années, c'était réellement un ou l'autre. Maintenant, on est capable de bien faire les deux. Donc, les instruments de qualité de réseau électrique peuvent souvent être utilisés pour des études énergétiques, mais pas l'inverse. C'est-à-dire que si tu as un appareil qui fait juste mesurer la consommation, bien, tu ne peux pas, en général, vérifier si tu as des problèmes avec ta qualité électrique. À l'inverse, les appareils de qualité électrique vont être en mesure aussi de pouvoir regarder ta consommation électrique. Donc, tu peux aller avec un appareil, donc un analyseur de qualité, d'être capable de vérifier ta consommation, mais avec un lecteur d'énergie ou un analyseur d'énergie, tu n'es pas capable de voir ta qualité. Donc, c'est là la grosse différence.
La qualité de réseau électrique par rapport aux applications énergétiques. Bon. Donc, si on regarde, quand on parle de l'énergie, bien là, ce qu'on veut, si on veut savoir où puis quand l'énergie est-elle consommée. Est-ce que je suis réellement très efficace dans ma consommation ou est-ce que j'ai besoin de faire des correctifs? Est-ce que j'ai certains équipements lorsqu'ils sont en fonction qui consomment beaucoup trop, puis je veux essayer d'économiser, donc je veux savoir où et quand mon énergie est consommée pour pouvoir rencontrer mes paramètres pour ne pas être surfacturé. Ça va déterminer justement les coûts d'énergie. On peut même aller regarder les charges individuelles, on peut regarder les procédés, ou on peut regarder l'ensemble au complet. Donc, on peut aller à l'entrée principale, voir c'est quoi ma consommation générale, mais on peut aussi aller voir chacune des charges individuellement, comprendre où est-ce qui sont les économies potentielles. On va pouvoir comparer la facture des services publics, puis savoir si est-ce que notre facture est exactement. On va être capable d'identifier, de quantifier les domaines de réduction et les réductions de coûts. Donc, comme j'expliquais tantôt, bien, si on regarde les différentes charges individuelles, puis qu'on comprend notre système, on va être en mesure d'arriver et d'aller chercher des économies d'énergie. C'est une gestion continue d'énergie pour vérifier les économies et les améliorations futures. C'est sûr et certain que ce qu'on a fait aujourd'hui, bien, notre usine, notre entrepôt va grossir, va grandir. Il va y avoir des changements avec le temps, donc on peut se retrouver dans une situation où ce qu'on a fait aujourd'hui, bien, il va falloir le refaire un peu plus tard. Quand on va dans la qualité du réseau électrique, bien là, on va s'en servir également pour évaluer la compatibilité entre la source d'alimentation et les charges. On va s'en servir pour déterminer la cause et la source des problèmes. Donc, c'est bien beau savoir qu'on a des problèmes de qualité d'onde électrique, mais là, il faut qu'on trouve parce que où est la cause, puis comment on peut le régler. On va évaluer l'incidence de la qualité du réseau électrique sur les coûts des installations. Puis on va pouvoir s'en servir aussi pour déterminer le besoin et sélectionner correctement l'équipement d'atténuation. Donc, dans certains cas, on va faire mettre des filtres, et ainsi de suite, si on a des problèmes d'harmonique. Mais la première étape, il faut qu'on détermine qu'est-ce qu'on a comme fuite ou comme problème d'harmonique. Puis, il y a des appareils qui vont faire les deux simultanément. Donc, comme on expliquait tantôt, on a certains appareils qui sont en mesure de faire la qualité du réseau et de faire la mesure d'énergie. Dépendant des appareils, ça va être, qui vont être beaucoup plus performants dans une des fonctions que l'autre. C'est là qu'il faut qu'on choisisse comme il faut selon nos besoins. Les types de moniteurs d'énergie électrique. On a des applications portables, et on a aussi des applications fixes. C'est quoi la différence entre les deux? Bien, il y a l'emballage, c'est sûr. L'appareil portatif n'a pas le même packaging que l'appareil fixe. Mais au niveau de l'utilisation, quand est-ce que je devrais avoir un appareil portable? Quand est-ce que je devrais avoir un appareil d'installation permanente ou fixe? Mais si on regarde les portables, on va parler d'appareils qui sont généralement réactifs en ce qui concerne la qualité du réseau électrique. On a eu une défaillance, on a eu un problème, on s'en va avec notre appareil, on va l'installer, puis là, on espère que le problème va se reproduire. On peut aussi s'en servir de un ou de plusieurs appareils. Donc, dans certains cas, si on a un problème spécifique, on peut disperser des appareils un petit peu partout à différents endroits pour déterminer d'où vient le problème. Donc, ça va être l'utilisation de un ou de quelques appareils de mesure de manière temporaire, puis des appareils portatifs qui sont généralement utilisés pour ça. Bien, les connexions de câblage, c'est temporaire. Là, c'est sûr qu'on va avoir les prises banales, puis on va avoir les pinces flexibles, donc les gros flex qu'on va aller installer temporairement. Les flex, en passant, c'est moins précis que lorsqu'on va chercher là, des vrais CP, mais pour un job temporaire, c'est amplement suffisant. Là, on va s'en servir. La tendance, c'est l'utilisation des communications à distance efficaces pour augmenter la productivité. Donc, aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est pas juste de vous donner un appareil de mesure, mais là, on veut vous donner des outils de communication pour pas que vous soyez obligés de retourner continuellement voir l'appareil. Anciennement, on installait un appareil pendant une semaine, on tournait le chercher, on sortait. Aujourd'hui, la plupart vont avoir des modes de communication, que ce soit un port Ethernet, que ce soit le Wi-Fi. À ce moment-là, on est capable à distance d'aller chercher l'information de l'appareil pour pouvoir l'analyser. C'est-à-dire que si j'aurais installé mon appareil aujourd'hui dans un secteur de l'usine, le trouble revient,
Si j'ai une connexion Internet, je peux directement, via mon réseau Internet, aller chercher l'information et être en mesure de faire mon analyse directement à mon bureau au lieu d'aller chercher l'appareil et de le ramener à mon bureau. Les logiciels d'application de bureau pour l'examen de données sont de plus en plus élaborés et vont permettre de faire des rapports très complexes. Lorsqu'on parle des appareils fixes, bien là, les appareils fixes, ça va généralement être ce qu'on appelle des appareils proactifs lorsqu'on parle de la qualité de réseau. Parce qu'une des choses, souvent, lorsqu'on parle d'appareils fixes, ce qui est utilisé présentement dans les usines, ce qui est installé, c'est des appareils pour mesurer l'énergie et non pour voir la qualité de réseau. Et là, on parle d'un autre bête. Lorsqu'on arrive dans les appareils d'analyse de réseau, bien là, comme on disait tantôt, des appareils qui sont plus rapides, qui sont capables d'enregistrer des formes d'ondes, et ainsi de suite. Fait que quand on utilise un appareil comme ça, qui est un appareil fixe, là, on va être proactif. On veut enregistrer 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Puis là, ce qu'on veut savoir, c'est quand il y a un problème, on est capable de le chercher. Donc, ça va être une installation permanente. Ça va être installé durant toute la vie d'un système d'alimentation. Puis, ça va être un système avec plusieurs appareils de mesure de différents types. Il y en a, ça va être juste énergie. Il y en a, ça va être qualité de réseau électrique. Puis, les deux. Et à ce moment-là, on va y aller. Certains endroits, on n'a pas nécessairement besoin de voir la qualité électrique. On veut juste savoir notre consommation. Donc, on va y aller avec un appareil plus basique. Mais il y a d'autres endroits où est-ce qu'on veut vraiment la qualité. Ça va être une installation sur un panneau, dans un cabinet ou mural. Puis on peut l'avoir avec ou sans écran. Ça va être un câblage permanent. Donc là, maintenant, on parle de borniers vissés directement. Donc, on n'a plus des pinces bananes, c'est également vissé dans le bornier. Puis, on va utiliser des transformateurs de courant fixes et non des flex comme on avait tantôt pour avoir une précision plus haute. Communication à distance, puissance en fonction des applications. Donc, la plupart des stations secondaires industrielles de centres de données et d'autres applications relatives à la qualité de réseau électrique d'énergie sont présentement souvent connectées par Ethernet. Les anciennes versions utilisaient ce qu'on appelle le RS485. Il y en a encore du 485 dans l'industrie. Donc, c'est pour ça que les nouveaux appareils, en général, quand on va les commander, on peut les prendre Ethernet ou RS485. Et il y a même certains appareils qui vont avoir les deux dans le même. Les appareils de mesure de qualité commerciale, résidentielle et industrielle peuvent utiliser d'autres technologies. Donc, il y en a qui peuvent se servir de d'autres choses. Quand ça va dans le résidentiel, ben, peut-être que Ethernet et RS485, ça ne fait pas la job, mais peut-être que Wi-Fi le fait, parce que c'est moins important. À ce moment-là, on peut y aller avec du Wi-Fi. Le logiciel serveur qui communique automatiquement avec chaque appareil de mesure pour aller chercher les données et les configurations. Donc, on va réellement avoir un serveur qui va s'occuper, lui, de parler avec nos différents appareils qui sont installés permanemment. Donc, si on regarderait, qu'est-ce que ça nous donnerait comme infrastructure? Bien, on va avoir justement nos différents appareils. Ça peut être des appareils d'énergie, ça peut être des appareils d'énergie avec l'analyse de qualité de l'onde, ça peut être des appareils avancés pour l'analyse de la qualité de l'onde. Puis tout ça va être relié à un serveur web, puis va être envoyé à un client au PC. À ce moment-là, on est capable d'avoir l'information disponible partout dans le réseau. C'est quoi l'avantage de la surveillance de l'énergie électrique? Ben, c'est qu'on va éviter les problèmes. Ça va être vraiment du préventif. Ça va être il y a des études de cas qui ont montré que la surveillance proactive de l'énergie peut augmenter la fiabilité et empêcher les défaillances et anticiper les problèmes avant qu'ils n'entraînent des défaillances et des temps d'arrêt. C'est de la connaissance. On va comprendre notre installation. Si tu ne surveilles pas ce qui se passe, tu ne peux pas bien mesurer. On va réagir rapidement au problème. Donc, en cas de défaillance, les surveillances fournissent des renseignements immédiatement afin de réduire le temps de dépannage et des arrêts. Le temps, c'est de l'argent. La qualité du réseau sont généralement suspectées en premier, donc déterminer s'il est en cause ou non est primordial. Avec des appareils permanents, on est capable de savoir immédiatement. Avec un appareil portatif, si on est chanceux qui est installé, on va être en mesure de le voir aussi. C'est quoi les composantes de l'alimentation en
AC. Lorsqu'on parle de mesure de puissance, on parle en général dans l'industrie de système triphasé. Un système triphasé peut être compliqué. Les systèmes triphasés équilibrés, c'est une façon simple qu'on peut le mesurer. Donc, on peut aller simplement sur un beau système équilibré, 3 phases. Je pourrais simplement aller mesurer la puissance sur une phase. Puis, à ce moment-là, je suis capable de faire le calcul pour savoir c'est quoi ma consommation totale. Malheureusement, les systèmes équilibrés, c'est très, très, très rare. Fait que généralement, on n'a pas le choix. Il faut absolument qu'on mesure chacune des phases individuellement. Fait que ça, c'est une grosse affaire à penser. Parce qu'il existe des appareils d'analyse d'énergie, moins dispendieux, qui vont mesurer une simple phase. Donc, on va mesurer un courant, une tension, phase A, phase 1. Puis, on va faire notre calcul, puis on va sous-entendre que tout est équilibré, donc on a notre lecture. Mais comme on disait tantôt, vu qu'en général, ce n'est pas équilibré, de se servir de ça, ben, c'est une béquille, pas la vraie image. Encore là, dépendant de ton application, ça peut être amplement suffisant. Lorsqu'on parle du courant alternatif, ben là, on va avoir un petit peu plus. En DC, c'est facile. Tension, courant, c'est notre puissance directe. Lorsqu'on parle du courant alternatif, ben là, on va rajouter ce qu'on appelle le facteur de puissance. Ça va être l'entre entre la tension et le courant. Ça va être la différence dans le temps par rapport au moment où est-ce que les deux vont traverser le zéro. Puis, ça va dépendre du type de charge. Une charge résistive, donc une chaufferette, un ampoule incandescente, ça, c'est un facteur de puissance de 1. Ça veut dire que la tension et le courant sont toujours ensemble. Lorsqu'on s'en va avec une charge inductive, un moteur, ou la plupart des systèmes d'énergie inductifs, là, à ce moment-là, on va faire facteur de puissance inférieur à 1, parce qu'on va avoir un certain déphasage qui va se créer. Puis lorsqu'on parle de charge capacitive, donc ça va être les condensateurs de correction de facteur de puissance, les compensations de dispositifs d'atténuation, on va encore avoir là un facteur inférieur à 1, mais négatif. Donc, c'est quoi la grosse différence? Mais si on regarde nos ondes d'onde sur un oscilloscope, charge résistive, ben, je vais avoir au niveau de ma tension de mon courant, je vais toujours passer mon point zéro en même temps. Lorsque j'ai une charge inductive, bien là, à ce moment-là, je vais avoir le courant qui va être en retard sur la tension. Donc, la tension a déjà dépassé le point zéro, tandis que le courant, lui, va dépasser un petit peu plus tard, et ainsi de suite. On repasse le zéro avec la tension, le courant va être en retard. Puis lorsque je m'en vais sur une charge capacitive, on va souvent servir pour essayer de régler le problème des charges inductives, bien là, ce qu'on fait, c'est qu'on va devancer. Donc là, maintenant, mon courant va être en avance sur ma tension. Donc, c'est ça la différence entre ce qu'on appelle le côté charge inductive, capacitive et résistive. Lorsqu'on a des charges inductives et capacitives, comme on expliquait tantôt, on n'a plus réellement une puissance parfaite. Parce que là, on va avoir ce qu'on appelle un déphasage. Donc, on va avoir un facteur de puissance qui va s'appelle. Si on veut l'expliquer le plus simple possible, l'EVA, c'est la charge totale que tu peux utiliser, la puissance totale que tu peux utiliser. C'est-à-dire que si tu prends un verre, c'est le contenant du verre que tu peux remplir. Les watts, c'est la quantité réelle que tu utilises, donc la quantité de liquide que tu mets dans le verre. Puis les bars, c'est ce qui est perdu. C'est-à-dire que si ton verre est rempli à 75 tu as 25 d'espace d'air, c'est tes bars. Fait que là, on va avoir réellement, notre objectif, c'est d'essayer d'avoir un facteur de puissance le plus proche de 1 pour réellement utiliser nos watts comme il faut. C'est là le défi de l'industrie. La demande et l'énergie. C'est quoi la différence entre la demande et l'énergie? Quand on parle de la demande, c'est généralement mesuré en watts ou en kilowatts. C'est la quantité de puissance sur un certain intervalle de temps. Ça peut être, admettons, aux 10 minutes, aux 15 minutes ou aux 30 minutes. L'énergie, quant à elle, c'est la quantité mesurée en wattheure ou en kilowattheure. Donc, c'est l'accumulation de l'énergie, la consommation. C'est-à-dire que si j'utilise 1 kWh pendant une heure, j'ai utilisé 1 kW pendant une heure, j'ai utilisé 1 kWh. Si j'utilise
un demi-kilowatt pendant 2 heures, j'ai quand même utilisé 1 kilowatt. Mais pourquoi on parle de demande et d'énergie? Mais dans certains cas, votre facture peut être facturée sur ce qu'on appelle la demande. La demande, c'est que les fournisseurs d'électricité, comme Hydro-Québec, eux, ils s'engagent à fournir à votre usine une quantité d'énergie. Fait que si, un exemple, à tous les matins, au démarrage de l'usine, vous avez une très grosse demande qui arrive en même temps, bien ça, à ce moment-là, Hydro-Québec, eux, il faut qu'ils soient heureux de le fournir. Ils vont vous facturer de cette façon-là. On pourrait avoir, un exemple, une usine qui va consommer 100 kW, mais qui va consommer son 100 kW dans les premiers 10-15 minutes. Donc, on va avoir une grosse demande, puis par la suite, il n'y a presque pas de consommation. Mais il va avoir sa demande à 100 kW. Tandis que tu peux avoir une autre usine qui va consommer au total pendant 10 heures 100 kW, mais qui va consommer seulement 10 kWh. Les deux ont la même consommation en énergie. Et la demande, donc le besoin, est différent. C'est là la grosse différence entre les deux. Et c'est pourquoi les appareils qui mesurent l'énergie, en général, vont faire les deux. On va mesurer l'énergie, ce qu'on appelle instantanée, ta consommation. Puis ils vont mesurer aussi ta demande. Dépendant du type de cycle. Mais là, tu peux mettre l'appareil 10, 15, 30 minutes. Là, ça te permet de déterminer c'est quoi ta demande. Fait que si on regarde rapidement entre les deux, bien, la pente d'en haut, c'est ma consommation électrique. Au fur et à mesure des jours, bien, ma consommation électrique augmente. Donc, je m'en vais le matin, j'ai commencé à produire, puis là, tous les jours, ma consommation augmente. Mais la demande, elle fluctue. Donc, j'ai des pics de demande. Donc, j'ai des demandes qui vont aller jusqu'à 200 watts ici. Après ça, durant la fin de semaine, je baisse. Puis, ce n'est pas continuel. Donc, la demande va être réellement les valeurs maximum. La consommation va être ta courbe que tu as utilisée. Comme on expliquait tantôt, ben, les facturations de services publics peuvent être différentes. Donc, tu peux avoir dans certains cas des primes de puissance, tu peux avoir des primes d'énergie, tu peux avoir des pénalités sur le facteur de puissance, tu peux avoir des problèmes de des facturations du rattrapage, tu peux avoir des suppléments sur le carburant. Ça, c'est plus aux États-Unis. C'est aussi avec notre hydroélectricité propre, on n'a pas réellement ce problème-là. Tu peux avoir des coûts qui sont non relevables, des frais de livraison, des frais de fournisseur. Donc, il y a plusieurs frais qui peuvent être appliqués à ta facture. Donc, c'est important de connaître c'est quoi tes frais pour déterminer est-ce que toi, la demande est importante. Si oui, bien, tu vas pouvoir peut-être décaler tes démarrages dans ton usine ou de partir en même temps, de partir à différents intervalles pour réduire ta demande. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Les compteurs électriques, bien, si on s'en va, entre autres, avec aux États-Unis, ils servent de la ANC C12.1. Donc, c'est le code de la mesure électrique. Ça va définir le type d'appareil de mesure, précision, la fiabilité, les exigences de rendement, les étalonnages, donc à quel intervalle tu sois étalonné. Puis, tu as une conformité requise pour les services publics et les appareils de mesure secondaire, la facturation, etc. Donc, c'est également des appareils qui font partie aussi de ton processus de certification. En Europe, ben, eux autres, c'est le code CEI. Le CEI, ben, tu peux avoir le 62-52-11 pour les exigences générales. Le 53, c'est l'appareil de mesure électromécanique. Le -22, c'est des appareils de mesure statiques. Donc, il y a différentes choses. Donc, chaque pays a réellement là, ses propres exigences. Comme nous ici, si tu veux avoir un appareil de certification, ben, il faut que tu ailles le saut de Poids Mesure Canada. Si tu veux être capable de facturer. Au Québec, la facturation est très peu utilisée. On commence à en faire un peu partout, mais en faire, mais en Ontario puis dans l'Ouest, c'est de pas tout très fort. Il y a des buildings qui vont avoir des compteurs pour facturer à chacun des résidents. Et là, ces appareils-là doivent absolument avoir le saut de Poids Mesure Canada. Ça, ben, comme on disait, c'est généralement destiné aux compteurs d'électricité et non au contrôle ponctuel et aux mesures de référence effectuées par la plupart des utilisateurs. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est que lorsqu'on parle de mesure, ben, est-ce que c'est une mesure parce que tu vas avoir à charger ou c'est simplement une vérification que tu fais à l'interne? Une vérification que tu fais à l'interne, tu n'as pas nécessairement besoin que l'appareil soit certifié par Poids Mesure. Fait que si on regarde la différence justement entre un compteur certifié pour la facturation et un compteur d'électricité. L'objectif global des mesures, des normes de mesure des appareils de revenus, c'est de s'assurer
que les compteurs ont tous la même précision pour avoir une bonne répétition, être fiable, puis s'assurer que les factures vont être adéquates. Fait que là, à ce moment-là, les normes de mesure d'électricité, ANSI et CEI vont avoir des exigences très strictes sur qu'est-ce que ton appareil doit avoir. Les plages de mesure, les transducteurs utilisés, les températures, les variations de facteurs de puissance, toutes ces choses-là. Même si un appareil de mesure n'est pas certifié en vue de la facturation par un laboratoire, il peut avoir des précisions d'un tel appareil de mesure. Il peut être utilisé dans de nombreuses applications qui ne nécessitent pas de certification, mais qui nécessitent des mesures dont la précision sont similaires. On a des appareils aujourd'hui qui ont été conçus selon les standards ANSI, CEI, etc., mais qui n'ont pas été certifiés. On peut s'en servir à l'interne. On peut valider à l'interne ce qui se passe. Ou dans certains cas, si tu as une usine, puis ce n'est pas pour ta facturation, mais simplement pour surveiller tes différentes pièces d'équipement, tu n'as pas besoin que ton appareil soit certifié. Tu ne factures pas personne. Tu vas simplement, toi, à l'interne, savoir, bon, tel secteur d'usine consomme tant, tel secteur d'usine consomme tant. À ce moment-là, on a besoin d'un appareil précis, mais pas nécessairement certifié. Si par contre, on est pour charger quelqu'un, dans ce moment-là, ça nous prend un appareil certifié. On va aller regarder la surveillance de la qualité du réseau électrique. Qu'est-ce qu'un problème de qualité du réseau électrique? Est-ce que les formes d'onde de tension qui sont présentes ici sont des problèmes énergétiques? Pas nécessairement. Elles vont l'être si ça provoque un mauvais fonctionnement ou une panne d'équipement. On a tous déjà été dans une usine avec un appareil, tous. La majorité, on a été dans une usine avec des appareils de puissance, on a regardé les formes d'onde, on s'est rendu compte que ce n'est pas les formes d'onde qu'on avait à l'école, des belles sinus. Mais nos équipements sont capables de supporter une certaine distorsion, puis ils vont travailler avec ça, puis ils vont fonctionner. Dans certains cas, on peut avoir des problématiques qui, oui, ce n'est pas l'idéal, mais on peut vivre. C'est là qu'on veut dire que ça va dépendre de la susceptibilité des équipements. Donc, compte tenu de la qualité de l'approvisionnement, est-ce qu'il faut que je m'inquiète des problèmes qui peuvent se produire avec mon équipement ou mon système? C'est sûr que si ton système fournit l'éclairage de bureau, il arrive une problématique, l'usine ne tombera pas en panne. Peut-être avoir des gens qui ne sont pas contents, mais c'est quand même moins problématique que si c'est ta machine principale qui, elle, s'occupe de produire un produit qui est juste la compagnie qui peut faire. Et ça, si ça plante, vous êtes dans le champ. Là, à ce moment-là, c'est là que notre susceptibilité va changer d'un à l'autre. La susceptibilité au problème, c'est lié à l'énergie électrique. C'est quoi ton risque économique si le problème arrive? Comme j'expliquais tantôt, si j'ai un équipement qui va tomber, que là, je ne peux pas produire pendant des heures et des heures, ou même il y a certaines machines que si tu arrêtes la production, ça va figer à l'intérieur de la machine, ça prend encore plus de temps à nettoyer, et ainsi de suite. Sur ceux-là, ton risque, là, tu ne veux pas prendre de chance. Tu veux que tout soit parfait. C'est là que c'est important de savoir. C'est quoi ma susceptibilité reliée à un problème énergétique. Les sources des problèmes. Lorsqu'on regarde les appareils de mesure en général, on va toujours se référencer au point de couplage commun, PCC. Ça, on aime mieux le main de l'usine. C'est là où est-ce qu'on raccorde l'énergie fournie par le producteur, dans notre cas au Québec, Hydro-Québec, et en général, il y a certaines régions que vous avez Hydro, Sherbrooke, et ainsi de suite, et notre usine. Donc là, on va avoir le point commun. Les problèmes qui viennent du service public, donc de Hydro-Québec, de Hydro-Sherbrooke, en général, ça va être dû à quoi? La foudre, capacité de correction du facteur de puissance, des anomalies, des communications, est-ce qu'ils vont faire des changements dans le réseau? Et ça peut être aussi l'impact d'autres clients. Peut-être que ton voisin, son usine, crée tellement de problématiques que cette problématique-là est transférée chez lui. Que ça, c'est une problématique que tu peux avoir qui vient de l'extérieur où tu n'as pas le contrôle. À l'intérieur, mais là, ça peut être
des problèmes avec des charges individuelles. Ça peut être des moteurs, des ASD, ou si on aime mieux, des drives à fréquence variable. Ça peut être avec les ordinateurs, les processeurs, ça peut être un problème de câblage, ça peut être une modification de tes charges. Donc, ça, c'est tous des problèmes qui sont reliés à l'interne de ton usine. Quand on essaie de mettre le doigt sur qui est le coupable, on a souvent le service public d'électricité et l'utilisateur final. Ben, en général, c'est vous autres qui faites le 70% de tous les événements de qualité de réseau électrique sont générés à l'interne. Oui, il y en a 30% qui viennent de l'externe, mais la majorité des cas sont liés à l'interne. Vous avez changé, vous avez ajouté des équipements, vous avez fait quelque chose, puis là, vous avez atteint votre limite, puis là, c'est là que les problèmes commencent à sortir. Les normes de la qualité, bon, ben, il y a IEEE qui a fait différentes normes aux États-Unis. Puis on va parler de qualité de réseau, de pratiques, exigences recommandées. On va même parler du papillotement de tension. Ça, c'est de quoi là, qui est assez récent, là, de quelques années. Ça, on appelle ça le flicker, les lumières qui oscillent. Donc, c'est le papillotement. Donc, il y a des guides pour tout. Il y a des normes pour tout. CEI a la même chose. En Europe, il y a aussi la norme EN 50-160. Puis ça, tranquillement, les États-Unis et l'Europe commencent à s'amalgamer ensemble. Là, on commence à avoir une norme un peu plus universelle. Mais dépendant d'où est-ce qu'on est, il y a différentes normes qui vont s'appliquer, différentes façons de tester. Donc, pourquoi qu'on devrait se soucier de la qualité de réseau? Ben, un, c'est un défi de l'industrie. C'est la cohérence et la répétabilité des mesures. La confiance dans l'instrumentation pour détecter et signaler des problèmes de manière appropriée. Donc, ce qu'on veut dire par là, c'est qu'on peut avoir un vieil appareil de mesure qui ne rencontre pas les nouvelles normes. On va être capable de faire une certaine partie de l'ouvrage. Mais il y a peut-être des choses que l'appareil n'a pas été conçu pour voir. Tandis que lorsque tu as un appareil qui rencontre les nouvelles normes, bien là, on s'assure que cet appareil-là va être efficace. On va rencontrer les différentes normes, soit CEI, et aux États-Unis, comme on a vu tantôt, le IEEE, puis les deux sont de plus en plus ensemble. Donc, la plupart des fabricants réputés d'appareils de mesure, d'instruments de qualité de réseau, vont rencontrer ces méthodes-là. Puis là, les méthodes CEI sont exigées maintenant aux États-Unis par IEEE. Donc, on va parler d'harmoniser les normes, comme le papillotement, comment on fait la mesure des harmoniques. Donc, c'est plus juste de dire qu'on mesure le puissance, on mesure les harmoniques, mais là, c'est également une méthode pour les mesurer, pour s'assurer que l'appareil A, l'appareil B et l'appareil C vont toujours avoir les mêmes résultats. C'est quoi les types de perturbations qui sont reliées à l'alimentation selon la norme IEEE 1159? On va parler des transitoires. On va parler des variations RMS, donc des creux, des hausses, des interruptions de tension, des variations de courte durée et de longue durée, et aussi des variations soutenues. On va parler de la distorsion des formes d'onde, donc le décalage avec le CC, avec le courant DC, la tension DC, les harmoniques, les interharmoniques. On va parler aussi des échelons. Fluctuation de tension, donc le papillotement, puis variation de fréquence de l'énergie. Quand on parle des transitoires, c'est lent. On peut avoir ce qu'on appelle des transitoires unipolaires, que ce soit positif ou négatif, donc un spike. On peut avoir des bipolaires qui vont monter en positif, descendre en négatif. On peut avoir ce qu'on appelle des transitoires au passage à zéro, qui vont souvent passer ce qu'on appelle passage à zéro. On va avoir des transitoires à échelon qui vont se produire plusieurs fois. On va avoir des oscillations, des transitoires de type oscillatoire qui vont rebondir, donc un peu comme on donne le coup que ça rebondit plusieurs fois. Donc, il y a différents types de transitoires qui peuvent être mesurés, qui doivent être mesurés selon les standards. Même chose au niveau des variations de tension. Tu peux avoir des creux, tu peux avoir des hausses, tu peux avoir des interruptions. Donc, c'est quoi la problématique? Donc, la différence dans les variations et les transitoires, c'est sûr que l'appareil qui va mesurer les variations de tension va mesurer à une plus basse vitesse. On parle de choses qui se passent dans un cycle. Donc, c'est très tranquille. Quand on va aller chercher les transitoires, ben là, on va chercher la haute vitesse.
Il y a même certains appareils qui vont aller chercher des très hautes vitesses où on va avoir à l'intérieur du même appareil 2 processeurs. Un pour s'occuper des transitoires et un autre pour s'occuper de toutes les autres fonctionnalités. Donc, dépendant de jusqu'où tu as besoin, c'est là la différence d'un appareil et d'un autre. Ça, des fois, les prix, ça augmente rapidement, les gens ne comprennent pas. Une fois qu'il il n'est pas bien plus que l'autre, mais il est beaucoup plus cher. C'est à cause qu'électroniquement, il est très différent. On va aller regarder un petit peu les harmoniques. C'est quoi un harmonique? C'est un multiple entier de la fréquence fondamentale. Donc, si on prend notre secteur à nous autres, 66, on va voir le 120, le 180, 240, et ainsi de suite. Fait que si on regarde notre forme d'onde, si on avait du 60 Hz et la troisième harmonique à 180, on se retrouve avec une forme d'onde un petit peu distordue par la suite. Puis plus que tu rajoutes d'harmonique, plus que tu vas avoir une forme d'onde désagréable. Fait que si est-ce qu'on devrait s'inquiéter des harmoniques? Si les harmoniques sont toujours présentes, elles sont généralement considérées comme un problème. Une distorsion étant stationnaire qui se produit en permanence. Bien que n'importe quelle forme d'onde puisse avoir des harmoniques, nous préoccupons généralement des effets cumulatifs de la distorsion harmonique continue sur le système d'énergie. Donc, on sait qu'on va toujours avoir un petit peu d'harmonique. Ce qu'on va voir, c'est la quantité totale que ça représente. C'est pour ça qu'on va parler de THD, Total Harmonic Distortion. Donc, c'est quoi le taux total de distorsion harmonique qu'on a? L'autre qu'on va faire attention, c'est ce qu'on appelle les harmoniques de rang 3. Donc, tous les multiples de 3, 3, 6, 9. Pourquoi sont plus dérangeantes? C'est que ces harmoniques-là vont aller s'ajouter au neutre. Donc, un petit peu de courant de troisième harmonique, un petit peu de courant de sixième harmonique, un petit peu de courant de neuvième, tout ça s'ajoute. Puis là, tu te retrouves avec une valeur sur ton neutre qui est beaucoup trop grande. C'est pour ça que les nouvelles normes, souvent, on va être obligé d'avoir un gros neutre, un double, et ainsi de suite, parce qu'on s'est rendu compte que les harmoniques de troisième rang étaient vraiment problématiques. Les mesures, encore là, il y a des normes CEI qui expliquent comment il faut le faire. Les calculs d'harmonique ont été harmonisés entre IEE 519 et CEI pour s'assurer justement que les deux calculaient les harmoniques de la même façon. En général, ce qu'on va avoir, c'est dans la norme IEE, on va faire ce qu'on appelle le calcul 3 secondes. Tension, courant, pour voir les harmoniques de très courte durée. Puis, on va le faire sur 10 minutes pour voir ce qu'on appelle les harmoniques de courte durée. Puis, dans la norme, on définit les limites dans les deux cas, que ce soit les très courtes et les courtes. Donc, il y a des limites différentes. C'est un peu comme lorsqu'on va dans la détection de gaz. Oui, tu peux avoir pendant quelques secondes un petit peu plus de gaz, pas grave, mais si tu es là trop longtemps, c'est pas bon. Donc, c'est un petit peu la même chose avec les harmoniques. Tu peux avoir occasionnellement, sur très courte période, une certaine quantité d'harmoniques, mais si tu l'as sur la même quantité sur 10 minutes, ça va être différent. Donc, c'est un peu ça, les différentes normes. Pourquoi la gestion des harmoniques de la norme IEE 519 sont-elles importantes? C'est la pratique actuellement qui est recommandée aux États-Unis et ailleurs. Ça nous permet de limiter la conformité des références aux points de plage communs entre les services publics et les utilisateurs. Donc là, on va parler maintenant de la même chose avec notre fournisseur. Tout le monde travaille avec les mêmes façons de calculer les harmoniques. Donc, on a des valeurs qui sont identiques, qui peuvent se comparer. Donc, on va avoir l'utilisation d'IR ou d'énergie alternative dans certains cas. On va avoir travailler avec les éoliennes et ainsi de suite. Ça peut être la gestion des services publics, la gestion des installations. Donc, l'objectif, c'est de gérer les harmoniques au point d'interface entre le propriétaire du système de services publics et les utilisateurs finaux. Les limites spécifiées sont uniquement au point de contrôle, au point de plage commun, et non des charges individuelles. Mais ça ne vous empêche pas à l'interne de regarder vos charges individuelles, parce que ça va vous permettre de mieux identifier. Ce que j'expliquais aussi tantôt, que dans certains cas, c'est ton voisin qui peut t'apporter des problèmes, mais ça, c'est une des problématiques, c'est que si tu as trop d'harmoniques dans ton usine, tu peux les envoyer dans le réseau. C'est pour ça que la mesure au moins de plage commun est importante pour s'assurer que ce qui sort et ce qui rentre de ton usine est correct, pour pas que ça influence les autres. Sur ce, on a fait pas mal de tours. Je ne sais pas s'il y en a qui ont des questions. Merci beaucoup, Claude. Et merci pour la présentation. Beaucoup de l'information qu'on a parlé, mais ceci est le temps de vous profiter d'avoir un expert comme Claude
avec nous aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, posez vos questions utilisant la fonction chat. Si vous avez des questions sur les produits Dranex, les applications spécifiques, des questions spécifiques pour votre application, pour votre travail, nous vous encourageons de visiter notre site web itm.com/fr pour la version française. Vous pouvez trouver tous nos produits, prix, disponibilité et nos coordonnées pour nous poser des questions spécifiques directement à Claude, moi-même ou un de nos collègues dans les techniques, dans la section technique. Aussi, on a une section pour les locations. On a beaucoup de produits disponibles dans location aussi. Donc, c'est le temps de questions. On va regarder si on a reçu des questions à date. OK. On a une question. Un de nos participants, il travaille en secteur inspection et entretien. Et avec ce travail-là, il couvre beaucoup de secteurs. Il veut savoir s'il y en a des événements spécifiques qu'il va voir plus souvent dans comme un secteur de manufacturier ou une usine de manufacturier, à part que peut-être, je vais élaborer un peu, on va comparer dans un hôpital, quelque chose comme ça. OK. Bon, c'est sûr et certain que ce que tu vas voir beaucoup, ça va être justement les phénomènes d'harmonie. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très poussé. Mais dans certains cas, surtout si on s'en va, mettons, comme dans un hôpital, quelque chose comme ça, ben, eux, dans leur cas, la capture de transitoire peut être encore plus importante parce qu'il y a beaucoup d'équipements très sophistiqués que s'ils reçoivent des surcharges rapides et ainsi de suite, peuvent soit être endommagés ou créer des problématiques. C'est pour ça, c'est réellement, c'est pas un cas, c'est assez général. Même chose, il y en a qui, la seule affaire qu'ils veulent, c'est simplement avoir une analyse pour savoir leur consommation. Ils n'ont pas réellement de problème de réseau. Donc, c'est là que ça devient un peu plus complexe. Parfait. Un petit rappel, si vous voulez, on a à peu près 8 à 10 minutes pour prendre les questions. Donc, s'il vous plaît, utilisez la fonction chat pour envoyer toutes nos questions. Au même temps, au moment, on n'a aucune question, mais on va vous laisser un couple de minutes de le faire. Un petit rappel encore. Si notre temps part d'aujourd'hui, puis vous avez des questions après la présentation, allez sur itm.com/fr pour la version française de notre site web pour poser, puis pour trouver toutes nos coordonnées pour poser des questions. Vous pouvez nous appeler, connecter par notre fonction de chat sur notre site web ou envoyez-nous un courriel avec toutes les questions que vous avez. Comme j'ai dit tantôt, si vous avez des questions pour nos produits exacts de Dranex, on a une liste complète de tous nos produits de Dranex qu'on a. Puis si vous ne trouvez pas sur notre site web encore, vous pouvez nous envoyer un courriel avec un numéro de modèle spécifique avec tous les prix, disponibilité et tout. Donc, on va regarder encore ici. On n'a pas eu encore une autre. Pardon. Donc, on va laisser un tout petit 30 secondes avant de fermer. Merci beaucoup. Quelqu'un vous remercie pour la présentation. Aucune question pour lui, mais quand même, on apprécie votre appréciation. Si on n'a aucune question à date et maintenant, comme j'ai dit encore, si vous avez des questions après la présentation, n'hésitez pas à nous contacter. Visite notre site web itm.com/fr pour trouver toutes nos coordonnées. On va remercier Claude encore pour la présentation aujourd'hui.
Et à l'équipe de ITM Université, nous vous remercions d'avoir assisté à notre webinaire aujourd'hui. Nous espérons que vous l'avez trouvé instructif et utile. L'équipe de ITM Instruments est disponible pour toutes vous aider. Vous pouvez visiter notre site web, comme on a dit tantôt, itm.com/fr, pour trouver tout ce dont vous avez besoin. Grâce à itm.com, vous aurez accès à notre liste complète de produits Drynuts et avec les descriptions, spécifications techniques, vous trouvez également nos coordonnées afin de vous connecter avec un de nos membres d'assistance technique qui peut vous répondre à toutes vos questions et besoins. À la fin de ce webinaire, nous avons un très court sondage que nous aimerions que vous répondiez. Vos commentaires nous aideront à nous améliorer et nous permettront de vous présenter d'autres sujets qui vous intéressent. Nous avons beaucoup plus de webinaires au cours des prochaines semaines et mois. Visitez la section formation sur itm.com pour un calendrier complet pour les prochains webinaires et sujets. Et n'oubliez pas que pour vous remercier aujourd'hui, votre nom sera inscrit au tirage pour gagner 100$ pour votre prochaine commande en ligne. Le gagnant sera annoncé sur nos médias sociaux. Assurez-vous de les vérifier. Donc, Claude, encore un gros merci pour la présentation aujourd'hui. Et un gros merci à tout le monde. On vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée.